Salut à toutes et à tous, c'est Ruby ici avec un meilleur son pour un tout nouvel épisode de la chronique. Et aujourd'hui est un grand jour car on va parler d'un cinéaste américain les plus emblématiques et d'un de mes films de science-fiction préférés. Steven Spielberg est un metteur en scène et producteur de cinéma américain issu de la génération du Nouvel Hollywood dans les années 70, au même titre que Francis Ford Coppola ou encore George Lucas. Réalisateur star à Hollywood avec plus d'une trentaine de longs métrages à son actif, il est l'auteur de nombreux films iconiques tels que Les Dents de la Mer, E.T. l'extraterrestre, Rencontre du troisième type, La liste de Schindler, ou encore la tétralogie Indiana Jones, une des meilleures sagas d'aventure de toute l'histoire des sagas d'aventure. Bref, vous l'aurez compris, à ce jour, la réputation du bonhomme n'est plus approuvée. Mais elle s'est parlé de la bonne humeur de ses débuts, car ici on va plutôt s'intéresser à un film issu d'une période plus tragique de sa carrière. Car en effet, en 1999, Spielberg doit essuyer la mort de son ami réalisateur Stanley Kubrick, avec qui il a travaillé sur AI, intelligence artificielle, et était très proche. Cet événement a dû beaucoup le toucher puisque pendant près de 4 ans, il n'a presque tourné que des drames ou des histoires sombres, avant de revenir véritablement aux sources en 2008 avec Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal. De cette période sont néanmoins à souligner un paquet de films géniaux, et notamment celui dont il est question aujourd'hui. Parce que ouais, rassurez-vous, on va quand même parler d'un film puisque aujourd'hui dans le synopsis, c'est Minority Report. Bon, Minority Report est un polar de science-fiction américain sorti en 2002 et donc réalisé par Steven Spielberg. Librement adapté d'une nouvelle de Philip K. Dick, un des écrivains de science-fiction les plus populaires au cinéma, le film fut une grande réussite commerciale, rapportant presque 400 millions de dollars pour un budget initial de seulement 102 millions, ainsi qu'un très bon succès critique qui donna lieu à une adaptation en jeu vidéo et une suite sous forme de série télé. Bon, l'intrigue du film se déroule dans le futur à Washington en 2054, où une organisation expérimentale appelée Pré-Crime est parvenue à éradiquer la criminalité grâce à un système leur permettant de prédire les tentatives d'homicide volontaires partout dans la capitale, et donc de les empêcher avant qu'elles n'aient lieu. Bon, je vais prendre le temps de vous expliquer un peu comment ça marche, vu que c'est ce qui va constituer le ressort scénaristique principal de l'intrigue. En gros, l'organisation Pré-Crime parvient à anticiper les assassinats jusqu'à 4 jours en avance. Les prédictions sont caractérisées d'abord par 2 petites boules de bois portant respectivement le nom d'une future victime et celui d'un futur assassin. En plus de ça, elles sont accompagnées d'un court film censé montrer comment le meurtre va se dérouler. La scène d'introduction nous montre donc l'activité de Pré-Crime face à l'imminence d'un homicide. On est rapidement introduit au héros du film, John Anderton, interprété à l'écran par Tom Cruise, un agent de Pré-Crime à la tête d'une unité, dont la tâche la plus importante consiste justement à examiner les prévisions pour y recueillir des indices. Anderton, installé sur sa table de montage du futur, passe donc en revue plusieurs fois le film de la prédiction avec ses collègues afin de déterminer l'adresse où aura lieu le meurtre. Pour faire simple, Pré-Crime connaît le nom des victimes, le nom du meurtrier et l'heure exacte du délit, mais ne peut jamais connaître sa position. D'où l'importance du travail de Anderton qui consiste à gratter les prédictions afin de trouver un maximum d'indices. Bref, on a donc une scène de suspense plutôt bien ficelée, montrant en parallèle l'enquête de Pré-Crime et la vie de famille de la future victime, tout ça quelques minutes avant le meurtre. On découvre ainsi que le futur meurtrier, Howard Marks, est une espèce de loser qui s'aperçoit que sa femme le trompe avec un autre, et qui décide dans une crise de désespoir de les éventrer tous les deux avec une paire de ciseaux. La tension est à son comble, Anderton échoue plusieurs fois à trouver le lieu du crime, mais grâce à son talent de déduction, parvient peu à peu à réduire le champ des possibles et déterminer sa résidence. Lui et son escouade se rendent donc sur place en vitesse, et juste au moment où Howard s'apprête à poignarder son épouse, il débarque avec fracas dans la maison et arrive à temps pour empêcher l'homicide. Howard est ainsi arrêté devant les yeux horrifiés de sa femme et son amant. Pré-Crime venait une nouvelle fois de prouver son efficacité. Bon, une fois la nuit tombée, on retrouve John Anderton qui se rend chez lui pour y découvrir qu'il s'agit d'un flic torturé vivant seul dans son appartement, accro à la drogue et désespérément à la recherche de l'homme responsable de l'enlèvement de son fils il y a de cela plusieurs années. On apprend notamment qu'après son boulot, il aime revivre d'anciens moments passés avec sa famille au travers de vidéos holographiques qu'il avait filmées avant son divorce. Et je trouve cette scène vraiment réussie. Plutôt que d'être résumée en un simple flashback efficace, elle nous fait découvrir le passé d'Anderton sous un angle tragique, au travers de vieux documents comme des journaux ou des vidéos de famille. Le plan séquence qui débute à partir du monologue de Lara sert à mieux nous immerger dans son court instant de bonheur, qu'il vit comme un bref flot ininterrompu de pensées heureuses. Et histoire de bien nous faire vivre la scène au travers du personnage, le fait que les vidéos soient des projections planes fait qu'on a en permanence l'impression que Sean et Lara s'adressent directement au spectateur. Et je n'ai besoin que d'une seule intervention supplémentaire pour vous signifier que la réalisation du reste du film est tout aussi soignée. Bref, le lendemain, John Anderton retourne travailler après Crime et croise le directeur Lamar Burgess, joué par Max von Sydow, un acteur qu'on peut voir dans un bon milliard de films et même dans Game of Thrones, qui est devenu le confident d'Anderton et qui lui apprend que tout ne va pas bien pour Pré-Crime. Nombreux contestent les méthodes employées par ces derniers et remettent en cause son droit d'exercer la justice. En conséquence, le ministère a envoyé un examinateur pour mener une évaluation au sein de l'organisation. Anderton fait ainsi la connaissance de Danny Whitwer, la fouine du ministère, flic méticuleux à la fois fasciné et méfiant vis-à-vis du système de Pré-Crime. Anderton lui assure que ce dernier ne comporte aucune faille, mais Whitwer, qui prend son travail très au sérieux, demande à pénétrer dans le temple où sont retenus les précogs. Les précogs sont 3 frères et sœurs ayant le don de préscience et utilisés par Pré-Crime afin de prédire le futur. Ils pénètrent ainsi dans le temple et sont froidement accueillis par Wally, le concierge et seule personne autorisée à rester auprès des 3. On est donc introduit aux précogs, Dashiell, Arthur et Agatha, maintenus en état de stase permanente dans un bain nutritif et soumis à un scanner permettant d'extraire les visions de leur cerveau. Whitwer semble surprenamment fasciné par le trio, ce qui agace de plus en plus Anderton. Whitwer quitte donc le temple le laissant seul un moment. Par curiosité, il se penche vers Agatha quand soudain...
Wally intervient et explique qu'elle vient d'avoir ce qui s'apparente à un cauchemar, dans lequel une femme est noyée et qui suffit visiblement à introduire un doute chez Anderton. Toute cette scène servait à présenter les 3 précogs, personnages au pouvoir surnaturel et utilisés à des fins par l'organisation pré-crime de façon inhumaine. Peu de choses sont dévoilées sur eux, on ne connaît pas leur nom de famille ni leur passé, aussi loin que l'on sache, ils ont toujours eu ce pouvoir et ont résolu à eux seuls plus d'une centaine d'affaires criminelles inconsciemment. Et j'adore tout particulièrement l'atmosphère que dégage cette séquence, le décor en forme de voûte, le thème musical et le choix des cadres qui véhiculent une ambiance à la fois inquiétante et étrange. Le dialogue entre Anderton et Witwer est d'ailleurs pile dans le ton de la scène, apportant une dimension mystique, ce dernier comparant les précogs à des dieux parmi les hommes. Bref, j'y reviendrai bien entendu dans la conclusion, mais selon moi, les précogs et plus particulièrement le personnage d'Agatha sont là, raison pour laquelle je trouve que le film est génial. Bon allez, retour à l'intrigue. Bon, Anderton a l'air encore perturbé et décide d'aller mener une petite enquête. Il se rend dans le centre de confinement, une prison de haute sécurité dans laquelle tous les pré-criminels sont détenus en état de stase. Il interroge le geôlier sur la femme dans le cauchemar, et celui-ci lui répond que c'est une dénommée Anne Lively, qui fut jadis la cible d'un tueur toxicomane. Le flic demande à voir alors spécifiquement la prévision d'Agatha sur l'affaire, mais il s'avère curieusement qu'elle n'y est pas. L'archive a été supprimée. Bref, après une petite scène avec Lamar, le lendemain, Anderton s'en retourne à son travail habituel pour une toute nouvelle affaire. Une première boule roule le long du tube, tandis que ce dernier s'installe tranquillement sur la table de montage et commence à examiner le film de la prédiction. Cependant, quelque chose le perturbe. Il fait un agrandissement sur l'image et, à sa grande stupeur, se reconnaît lui-même dans la vision en train de tirer sur un homme. Confus par ce qu'il vient de voir, il intercepte la boule pour en être sûr et se rend alors compte que la prédiction est formelle. John Anderton tuera un homme du nom de Leo Crow dans exactement 36 heures. Commençant à paniquer d'incompréhension, Anderton doit désormais fuir avant d'être arrêté pour précriminalité. Et à partir de là, l'intrigue se sépare provisoirement de la direction initialement démarrée. Une force inconnue a visiblement fait en sorte qu'Anderton soit amené à tuer quelqu'un qu'il ne connaît même pas, c'est ce qui le contraint à tout abandonner et à fuir. Le temps lui est désormais compté, il doit découvrir la vérité tout en essayant d'échapper à ses anciens partenaires. Le policier appelle en urgence Lamar, persuadé que tout ça n'est qu'un coup bas fomenté par Witwer. Quand rapidement son véhicule automatique dévie de sa trajectoire, signifiant que les flics l'ont localisé et tentent de le ramener directement. Déterminé à ne pas se laisser attraper, Anderton sort de la voiture en mouvement, et nous avons alors droit à une jolie petite séquence de plateforme dans laquelle le héros saute de véhicule en véhicule afin d'échapper au même sort que tous ceux qui sont apparus dans les visions du futur de pré-crime. Anderton réussit finalement à quitter la route et réfléchit à un moyen de disparaître au plus vite. Hélas, les optiscanners ont tôt fait de révéler son emplacement à ses poursuivants. Ça c'est un truc dont je n'ai pas parlé, mais dans le futur de Minority Report, il est quasiment impossible de se déplacer incognito car tous les citoyens sont contrôlés et localisés grâce à des scanners rétiniens. Witwer, qui est maintenant personnellement à sa recherche, envoie donc une escouade pour l'attraper, qui parvient à le coincer dans une ruelle. Anderton fait ainsi face à ses anciens camarades. La tension monte, mais l'ex-policier décide quand même de leur échapper. Il en met 2 hors d'état de nuire, et on a ensuite une authentique scène d'action Spielbergienne, mêlant escalade, jetpack, et poursuite à travers les appartements. Anderton tombe nez à nez avec Danny Witwer, qui le poursuit jusque dans une usine automobile. Utilisant à son avantage la structure de la zone, Anderton parvient à défaire ses poursuivants, et finit enfin par se retrouver face à face avec l'agent fédéral sur une plateforme. Après une petite lutte au corps à corps, Anderton chute en contrebas, se retrouvant pris au piège dans la chaîne d'assemblage. Witwer et son équipe se préparent à l'appréhender en bout de fil, mais le policier réussit de justesse à leur filer entre les doigts. Bref, Anderton décide de quitter la ville et de se rendre chez le docteur Iris Heinemann, une botaniste qui avait travaillé sur le système de pré-crime et qui, par la suite, s'est retirée loin de Washington. L'ancien policier arrive exténué et lui pose directement la question si oui ou non il est réellement destiné à assassiner ce Leo Crow. I'm not gonna commit murder. I've never met the man I'm supposed to kill. And yet a chain of events has started, a chain that will lead you inexorably to his murder. Not if I stay away from him. How can you avoid a man you never met? So you won't help me. I can't help you. Nobody can. The precogs are never wrong. But occasionally, they do disagree. What? Most of the time, all 3 precognitives will see an event in the same way, but once in a while, one of them will see things differently than the other 2. Jesus Christ. Why didn't I know about this? Because these minority reports are destroyed the instant they occur. Why? Obviously, for pre-crime to function, there can't be any suggestion of fallibility. After all, who wants a justice system that instills doubt? It may be reasonable, but it's still doubt. Does Lamar Burgess know about the Minority Report? Yes, of course, he knew. But at the time, we both felt that their existence was an insignificant variable. Insignificant to you, maybe. But what about those people that I put away with alternate futures? My God, if the country knew there was a chance... The system would collapse. I believe in that system. Do you really? You want to bring it down? You will bring it down. If you manage to kill your victim, oh, why, that'll be the most spectacular public display of how pre-crime didn't work. I'm not going to kill anybody. Hold that thought. Why should I trust you? You shouldn't.
Shouldn't trust anyone, certainly not the Attorney General who just wants it all for himself, and not the young federal agent who wants your job, not even the old man who just wants to hang on to what he created. Don't trust anyone, just find the Minority Report. Ce dialogue nous expose ainsi à la seule faille de pré-crime. Les trois précogs ne sont pas infaillibles et ont parfois tous les trois la même vision, mais avec de subtiles différences, ce qui contredit l'hypothèse d'un avenir absolu et déterministe. L'existence de ces rapports minoritaires font qu'Anderton se met sérieusement à douter du système en qui il avait une foi inébranlable depuis 6 ans, découvrant que certaines personnes potentiellement innocentes ont pu être arrêtées. Mais y voyant également une chance de prouver son innocence, le policier n'a désormais d'autre choix que de récupérer le rapport minoritaire contenu dans la mémoire d'Agatha. Si Anderton veut pouvoir s'infiltrer chez Pré-Crime sans être reconnu par les scanners optiques, son unique solution est de les induire en erreur en échangeant ses yeux pour ceux d'un autre homme. C'est la seule façon qui lui permettrait de réussir. L'ex-policier se rend donc dans les bas-fonds de Washington pour aller à la rencontre d'une personne qui accepterait de lui échanger ses globes oculaires. Il tombe sur le docteur Eddie qui accepte l'opération dans son lugubre cabinet. Et comme je me doute que certains d'entre vous n'ont pas spécialement envie de voir une opération chirurgicale des yeux en temps réel, ne vous inquiétez pas, je vous ai flouté tout ça. Bon, une fois l'opération terminée, Anderton doit d'abord rester avec un pansement sur les yeux pendant encore 12 heures sous peine de perdre la vue. Épuisé, il finit par s'endormir dans le cabinet et revit en cauchemar l'enlèvement de Sean. On assiste donc à un flashback d'Anderton, révélant qu'ils étaient lui et son fils à la piscine publique lorsque le drame s'est passé, et que Sean a soudainement disparu lors d'un moment d'égarement. Ce flashback, pourtant crucial à l'empathie du héros, arrive en milieu de film, ce qui a pour conséquence de complètement redéfinir le personnage au centre de l'intrigue. J'admire son atmosphère complètement déconnectée avec sa musique onirique et le fait qu'on ne voit pas la personne qui l'a enlevé. Finalement, cette scène donnerait presque l'impression que Sean s'est volatilisé, avalé par la foule. Toutes ces idées décrivent en réalité tout ce qu'Anderton peut ressentir, la peur, l'injustice, et surtout le flou, l'incompréhension. Finalement, cette partie de l'histoire permet de mieux en comprendre son héros et pourquoi il a développé un lien très particulier avec Pré-Crime. Au début du film, il croyait sincèrement en son efficacité, se disant qu'un tel système empêcherait certainement d'autres personnes de connaître tout ce qu'il a vécu. Bon, pendant ce temps, les squads de Pré-Crime débarquent dans les bas-fonds de la ville, toujours à la recherche de leur ex-camarade John Anderton. Sur instruction de Whitwer, ils lâchent ce qu'ils appellent des Spiders, une meute de petits robots sur pattes pouvant parcourir tout un immeuble et servant à en optiscanner tous ses occupants. Le réalisateur en profite alors pour exécuter un magnifique plan séquence en plongée totale, montrant l'intrusion des Spiders dans le quotidien des résidents. Anderton, qui est toujours aveugle, les entend arriver et essaye de bloquer la porte. Les robots étant assez malins pour utiliser les conduits d'aérage, ils tentent alors de tromper leur capteur thermique en plongeant dans un bain d'eau froide, mais les petits robots arrivent à ôter son pansement. Fort heureusement, dû à son opération, les Spiders le prennent pour un autre et repartent. Bref, à présent qu'Anderton est indétectable par les optiscanners, il prend le risque de retourner après Crime, déterminé à prouver son innocence au grand jour et surtout à lui-même. Grâce à son ancienne paire d'yeux, il parvient à passer les portes de sécurité et pénètre dans le temple où sont retenus les précogs. Il tombe sur Wally, qui, par amitié, accepte de l'aider à rechercher discrètement le rapport minoritaire contenu dans la mémoire d'Agatha. Mais pendant ce temps, Whitwer remarque l'intrusion et bloque toutes les sorties. Sur le point de se faire appréhender, l'ex-policier décide de tenter le tout pour le tout et kidnappe la jeune précog sous leurs yeux et parvient de justesse à glisser entre les doigts de l'agent fédéral. Anderton est donc à moins d'1 heure de son meurtre, il doit s'accrocher à son unique espoir. Cet événement a pour conséquence deux choses dans l'intrigue. D'abord, dorénavant, Pré-Crime devient complètement aveugle et sera incapable de détecter une éventuelle tentative de meurtre, ce qui signifie qu'on entre dans une phase du film où tout devient possible. Ensuite, c'est un développement personnel pour Agatha, puisque c'est la première fois depuis des années qu'elle voit la lumière du jour. Bon, Anderton, pour qui le temps est toujours compté, se rend chez un de ses amis hackers pour qu'il l'aide à extraire le rapport minoritaire de sa mémoire. Il installe donc un dispositif captant le flot de ses souvenirs, et Anderton regarde à nouveau en face la prévision responsable de tous ses malheurs. Mais à son grand désarroi, il se rend compte qu'il n'y a aucune suite. Le rapport minoritaire qui aurait pu le sauver n'existe pas. Le policier est alors en proie à la colère, n'y comprenant plus rien, alors que la précogue est toujours connectée au moniteur et lui fait voir à nouveau son cauchemar où la même Anne Lively est noyée. Mais soudain elle s'arrête brusquement et annonce d'une voix inquiète l'arrivée de ses ex-collègues de Pré-Crime qui ont retrouvé sa trace. On a donc ensuite une scène dans laquelle Anderton parvient à semer ses poursuivants au milieu de la foule du centre commercial, la précogue parvenant à prédire les événements dans leurs moindres détails et trouvant un échappatoire aux policiers. Bref, une fois en sécurité et alors qu'il ne reste plus que quelques minutes avant son meurtre présumé, John Anderton reconnaît l'endroit. Il s'agit de l'hôtel qui apparaît dans la vision. Là de toujours fuir, il prend alors la décision d'aller à la rencontre de Leo Crow. Agatha, inquiète de l'avenir, le supplie de ne pas y aller, et de partir le plus loin possible. Anderton la rassure, en disant qu'il ne tuera certainement pas quelqu'un qu'il ne connaît même pas. Voulant en avoir le cœur net, il trouve la chambre de Leo Crow et parvient à entrer. Là, il ne trouve personne, mais une valise en désordre sur le lit. Emporté par la curiosité, Anderton choisit de jeter un œil aux photos et n'en croit pas ses yeux. Oh God. This is Sean. My son. Every day, for the last 6 years, I've thought about only two things. The first is what my son would look like if he were alive today. If I would recognize him if I saw him on the street. The second is what I would do to the man who took him. You have to take me home.
So yourselves. There is no Minority Report. I don't have an alternate future. I am going to kill this man. You still have a choice. The others never saw that future. You still have a choice. Leo Crow? Who the hell are you? 6 years ago, Baltimore, you grabbed up a kid at Francis Public School on the West End. Did I? I don't know. I don't remember anything about that place. Who am I? I know who I am. John Anderton est donc sur le point d'assassiner l'homme qu'il hait le plus au monde, mais il parvient finalement à maîtriser sa rage et choisit de faire son boulot et de simplement l'arrêter. Mais à ce moment-là, il a l'impression que quelque chose cloche. Crow lui révèle alors qu'il a été engagé par un homme inconnu et que les termes du contrat étaient qu'il était censé être tué ici même en échange d'argent pour sa famille. En entendant cela, le policier comprend que tout ça n'était qu'une mise en scène, et que quelqu'un d'autre tire les ficelles depuis le début. Hélas, Leo Crow panique, agrippe son interlocuteur, et le coup de feu part. Le meurtre a donc finalement lieu tel que les précogs l'avaient prédit, pour la première fois depuis des années. Cette scène était vraiment très intense, et constitue en réalité le nœud de toutes les intrigues du film. Il s'agit du moment dont on entend parler durant presque tout le film, la rencontre entre Anderton et Leo Crow. Cette petite séquence agit comme un pivot dans l'histoire. On comprend pourquoi Anderton aurait pu le tuer, mais il se rend compte que depuis le départ, tout ça n'était qu'un plan superbement monté pour l'éliminer. En plus de ça, j'adore les réactions d'Agatha pendant l'action, n'hésitant pas à gigoter et hurler comme si les coups portés par Anderton à son adversaire résonnaient directement dans son crâne. À présent que toute la ville le croit responsable de l'homicide, il va devoir continuer à fuir pour percer ce mystère. Bref, après toutes ces péripéties et à bout de force, Anderton décide de se réfugier chez son ex-femme, Lara, avec Agatha, dans son ancien chez lui. Une fois sur place, Agatha est capable de ressentir tout l'amour qui y régnait autrefois, à l'époque où la famille Anderton était encore unie. Il s'agit de la scène dans laquelle Anderton est le plus proche de retoucher son passé. Cette séquence touchante et reposante se ressent comme un éphémère moment de bonheur, dans lequel Agatha réussit un bref instant à réunir la famille autrefois brisée dans son même havre de paix. Et c'est à ce moment qu'il réalise enfin que Anne Lively est en fait la mère des précogs, qui a été tuée dans des circonstances inconnues. Bon, je pense que vous le sentez venir, mais on approche de la fin avec toutes les révélations qui vont avec. Donc à moins que vous n'estimiez que je ne vous ai pas assez spoilé, je vous recommande fortement d'arrêter la vidéo ici et d'aller voir le film. Soudain, Précrime et les anciens collègues d'Anderton débarquent dans la maison. Le policier se débat, mais il est acculé et se fait rapidement maîtriser devant les lamentations de Lara. Il est formellement arrêté pour le meurtre de Leo Crow et est envoyé dans le centre de confinement de Précrime. Anderton se fait donc paralyser, Agatha est recapturée et se fait ramener au temple, et Lara est laissée complètement sous le choc. Tout pourrait se finir très mal pour les protagonistes, mais Danny Whitwer, qui a enquêté sur la scène du crime dans la chambre d'hôtel, a l'intime conviction que le meurtre de Crow avait été mis en scène. Il en veut pour argument l'accumulation de preuves trop bien placées pour que ça soit une coïncidence. Il choisit d'en parler à Lamar, mais alors que ce dernier s'aperçoit qu'il commence à se douter de quelque chose, il tire sur le jeune agent fédéral, tandis que Précrime est encore aveugle. Lamar Burgess révèle ainsi que c'était lui qui était derrière le rideau depuis le début, et qu'il a volontairement cherché à se débarrasser de John Anderton de peur qu'il découvre quelque chose sur la mystérieuse Anne Lively. Bon, un peu plus tard, elle présente ses condoléances à Lara pour l'arrestation de son ex-mari, mais il commet un impair et se trahit lui-même. Lara comprend donc tout ce qui se passe et choisit de tenter le tout pour libérer John. Elle parvient à le faire s'évader du centre de confinement, et voilà libre et ayant définitivement compris la clé de l'affaire, Anderton doit désormais agir vite pour stopper Lamar. La scène finale se passe donc dans une réception en l'honneur du directeur, où il est récompensé pour ses services rendus à la justice de Washington. Mais malheureusement pour lui, ses actions passées ont tôt fait de le rattraper. John Anderton est ici et expose toute la vérité sur l'affaire. Afin de faire fonctionner Précrime, Lamar avait besoin des 3 précogs. Pour cela, il a été contraint de se débarrasser de leur mère biologique, Anne Lively, qui commençait à faire de plus en plus d'histoires. Il a donc manigancé un crime parfait, utilisant une faille de Précrime, consistant à payer un tueur pour assassiner sa victime d'une façon très précise, que Précrime aurait facilement pu empêcher, mais pour juste après reproduire exactement la même scène à l'identique que dans la vision, et tuer pour de bon la mère des précogs. En commettant 2 fois exactement la même tentative de meurtre sur Anne Lively, il savait que la première échouerait volontairement, mais que la deuxième vision serait ignorée par l'équipe de Précrime, croyant voir de simples réminiscences d'un meurtre déjà passé. Sentant la fin de sa carrière approcher, Lamar se munit d'une arme et se retrouve face à face avec John Anderton, prêt à le tuer sur un balcon. Mais cette fois, Anderton lui fait comprendre qu'il a déjà gagné et qu'il l'a piégé. Soit Lamar le tue et met fin à Précrime parce qu'il aura démontré l'inefficacité de son système à prévenir l'homicide, soit Lamar ne le tue pas et met fin à Précrime parce qu'il aura été arrêté en tant que précriminel. Lamar confesse son crime, justifiant en arguant que c'était pour lui un mal nécessaire, mais comprenant qu'il est coincé, il choisit finalement de se donner lui-même la mort avant d'être arrêté. Le film se finit donc sur un discours en voix off d'Anderton décrivant la situation finale. Le programme Précrime a donc été abandonné, toutes les personnes confinées sont remises en liberté, lui et Lara se sont remis en couple et attendent un nouvel enfant, tandis que Agatha et les autres précogs ont été remis en liberté sur une île coupée du monde, où ils peuvent enfin mettre leurs dons au repos. Tout se termine bien, et ceci signe la fin de l'aventure épique de John Anderton, héros du film Minority Report de Steven Spielberg. Bon alors, je dois vous avouer que ça fait quelque temps que je projetais de consacrer un épisode de synopsis sur ce film. Il me semble important de préciser que le scénario du long métrage est signé Scott Frank et John Cohen.
A l'inverse de metteurs en scène dont j'ai déjà parlé comme Hayao Miyazaki ou Shyamalan, Steven Spielberg est un cas particulier pour l'analyse car il n'écrit que rarement ses films lui-même. Mais si toutefois ça m'oblige à réorienter un peu mon angle d'attaque, je ne considère pas cela comme un réel problème, car vous allez voir que ça n'en dénature pas tant que ça son implication en tant qu'auteur. Après l'avoir revu, je peux dire que Minority Report est encore aujourd'hui un de mes Spielberg préférés avec l'Empire du Soleil. J'adore le ton du film issu de sa période la plus sombre, où presque chacune de ses œuvres recelait une importante violence implicite. La performance des acteurs est poignante, et la mise en scène bourrée d'idées variées qui rendent le film très agréable à regarder. L'imagerie étant également lourde de sens, comme cette fascination pour les yeux que l'on retrouve évoquée à de multiples reprises, et qui selon moi accompagne le thème général de la vision présent dans tout le film. On peut lire la dystopie de ce dernier au travers d'un prisme moral critiquant la justice expéditive, puisque le cœur de métier de pré-crime consiste à incarcérer des personnes encore innocentes qui, selon des circonstances plus ou moins arbitraires, s'apprêtaient à commettre un homicide. Au début de l'histoire, le héros tente de montrer que ce système fonctionne, mais au fil de ses péripéties, il le remet de plus en plus en doute, à cause notamment de l'existence des rapports minoritaires qui démontrent la présence de futurs alternatifs. Le destin et les choix sont d'ailleurs parmi les thèmes du film. Et on va voir que ça ne s'arrête pas là, mais que cette simple thématique a des répercussions jusque dans la structure même du scénario. Car en effet, le pitch de Minority Report l'oblige à y intégrer des éléments de préscience et de réalités alternatives, représentés dans le film par le fait que plusieurs personnages, dont le héros voit leur avenir et le modifie en fonction. En découle de ce simple fait une structure temporelle que l'on pourrait qualifier de non linéaire. Ok, pour vraiment vous expliquer tout ça, je vais avoir besoin d'un petit schéma. Une structure scénaristique classique est composée de 3 actes, découpés par 2 éléments majeurs. La situation initiale, la situation finale, et entre les deux, tout un tas de péripéties. À la transition entre chaque acte se trouvent respectivement 2 événements plus ou moins abstraits selon les cas, l'élément perturbateur et l'élément de résolution. Ça c'est une structure dramatique que l'on apprend au collège et qui sert de base à la plupart des histoires. On pourrait même aller encore plus loin dans la schématisation, c'est pour ça que j'ai imaginé une représentation sous forme de courbe, qui représenterait symboliquement l'évolution de la situation en fonction du temps du film, et dont l'origine serait la situation initiale, et l'extrémité la situation finale. C'est totalement subjectif et sûrement très mal pensé, mais je trouve qu'une telle analogie permet de mettre en évidence des récurrences dans les histoires de façon visible. Par exemple, un scénario qu'on pourrait qualifier de linéaire, c'est-à-dire allant du début vers la fin sans énorme surprise, serait symbolisé ici par une droite. Il est intéressant d'observer qu'à chaque fois qu'un scénario comporte des éléments de voyage temporel, ou autres trucs liés, sa courbe de représentation ne peut pas être continue, puisque les voyages d'un moment à l'autre créent inévitablement des coupures. C'est un peu le cas dans Minority Report, puisque les visions des précoques permettent de nous montrer un aperçu de certaines séquences avant qu'elles n'aient lieu. C'est d'ailleurs ce qui fait tout le suspense dans la chambre de Leo Crow. Ayant vu et revu Anderton tirer le coup de feu pendant tout le film, au moment où la scène arrive, on est en même temps convaincu que tout va se passer comme prévu, et persuadé qu'il pourrait tout aussi bien l'épargner vu qu'il connaît son avenir. Et je trouve que c'est hyper intelligent de faire ça comme ça. À la fois le message est fort, le champ des possibles de nos actions n'est pas restreint par des lignes directrices convergentes, c'est un peu la définition du libre arbitre, mais ce qui s'y passe également, la scène étant un point de non-retour dans l'intrigue, permettant à Anderton de laisser derrière lui toute sa rancœur. Pourtant j'ai un souci, car le fait de voir des scènes qui auront lieu plus tard dans l'intrigue, en soi c'est le principe du flash forward, et c'est utilisé dans un paquet d'autres histoires qui n'ont rien à voir avec de la préscience ou du voyage temporel. Et je m'attends à des remarques du style, en fait les flash forward c'est nul, car ça nous gâche la surprise. Et justement, j'aimerais rebondir là-dessus en poussant la question un peu plus loin et en prenant l'exemple d'un film qui n'a rien à voir. Savez-vous quel est le reproche qui m'insupporte le plus au sujet du film Titanic de James Cameron? C'est celui qui consiste à dire « ça n'a pas d'intérêt de regarder ce film parce qu'on sait déjà comment ça va finir ». Alors, cette critique a 2 fondements. Déjà, Titanic est basé sur une tragique histoire vraie de paquebot qui sombre, mais en plus, dès la première scène du film, on apprend que le héros va mourir. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu Titanic, en gros, toute l'histoire est un flashback raconté par une survivante. Il est donc totalement prévu et assumé le fait que la situation finale soit révélée au spectateur dès le début. Et c'est pour moi ce qui démontre que ce reproche est une impasse. Déjà parce qu'on pourrait dire de même pour potentiellement toutes les histoires inspirées de faits réels connus, mais surtout parce que la fin ne constitue jamais, ou en tout cas très rarement, la seule finalité d'un récit. Moi je trouve ça triste les gens qui regardent un film uniquement pour connaître la fin. Et là où je trouve que Minority Report a habilement esquivé la critique, c'est que d'une part les visions ne montrent que quelques fragments des scènes associées, et qu'il a compris mieux que personne que la surprise ne doit pas se situer sur l'événement en question, mais plutôt sur la manière dont il est amené à se produire. Bon, la vidéo commence un petit peu à être longue, on va conclure rapidement, mais avant ça j'aimerais dire un mot sur les personnages. D'abord, je trouve que John Anderton est un héros très réussi. Il a du caractère, il est touchant, et il a un passé bien construit, et même pendant les scènes d'action, la performance de l'acteur Tom Cruise n'est pas en reste. J'aime tout particulièrement son évolution. Lui qui trouva en pré-crime un moyen de consoler la perte de son fils, reste courageux face à la vérité, et est capable de faire un choix difficile pour ce qu'il y a de meilleur. Étant en permanence au centre de l'action, tous les autres personnages peuvent se définir au travers de sa personne. Il y a également le personnage de Sean, son fils perdu qui incarne à lui tout seul toute l'amertume de Anderton. Malgré le fait qu'il n'apparaisse jamais dans le présent, il y a néanmoins cette scène où Agatha le voit grandir tel qu'il aurait pu s'il était encore là, qui est en fait une scène très métaphorique, qui sert de dernier au revoir, et où l'on aurait presque l'impression que Sean est physiquement présent. Le lien fort entre le père et le fils est d'ailleurs un thème très personnel chez Steven Spielberg qui peut prendre plusieurs formes au gré de ses films. Ici, la tournure tragique de la relation père-fils sert à l'ambiance très sombre de Minority Report, ce qui fait un lien direct avec ce dont j'ai parlé dans mon introduction.
Mais en réalité, Anderton n'est pas complètement le personnage principal. À mon sens, il partage cette position avec un autre beaucoup plus discret, Agatha, la sœur des précogs. Je trouve que Agatha est un personnage fascinant. Elle est le seul personnage à posséder un don surnaturel avec ses deux frères, ce qui lui a valu de voir sa mère assassinée et d'être contrainte toute sa vie à voir des crimes pour le compte d'une organisation. Je trouve que c'est le meilleur personnage du film, car quand on y regarde de plus près, c'est en fait elle qui a tout déclenché. Saisissant une chance de mettre fin à son cauchemar, elle décida de montrer spécifiquement à Anderton l'image de sa mère mourante. Cet événement servit à introduire le doute chez le policier, ce qui conduisit Lamar à se débarrasser de lui en le forçant à assassiner quelqu'un. Mais mieux encore, j'adore la façon dont elle est traitée à l'image, Agatha étant incarnée par la comédienne Samantha Morton, qui a notamment joué récemment dans John Carter de Andrew Stanton, ou encore dans Les Animaux Fantastiques de David Yates. Et je trouve sa performance complètement hallucinante. Car au-delà des émotions qu'elle interprète d'une grande justesse, sa gestuelle, ses mouvements, le fait qu'elle ne soit presque jamais debout, à eux seuls expriment tout ce qu'elle est. Une jeune femme fatiguée, fatiguée du futur, et fatiguée de ses pouvoirs. Cette représentation tranche d'ailleurs habilement avec l'image déifiée que véhiculent certains personnages comme Whitworth. Il est clairement expliqué dans le film que l'efficacité apparente du programme pré-crime a nourri de nombreux fantasmes sur les précogs, ce que l'on voit par la réaction du hacker lorsqu'Anderton lui ramène Agatha. Elle nourrit d'ailleurs un lien très fort avec le héros, puisque c'est finalement grâce à elle que le policier parvient à se reconstruire, lui et sa famille. Ainsi, j'aimerais conclure en disant que même si Steven Spielberg n'écrit pas directement ses scénarios, il fait beaucoup de choix qui rendent néanmoins ses œuvres très personnelles. Et je pourrais également parler de la musique, composée par John Williams, son grand ami, immense compositeur qui a notamment signé la musique de la saga Star Wars, des 3 premiers Harry Potter, et qui a collaboré avec de nombreux réalisateurs, proposant ici l'une de ses bandes originales les plus atypiques, qui souligne avec virtuosité le ton de Minority Report. Et d'ailleurs, comme je suis quelqu'un de sympa et que j'ai récemment monté une fan édition complète de ce score avec plusieurs pistes inédites, je vous propose directement de la télécharger en haute qualité via un lien dans la description. Et voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à me remercier comme d'habitude en commentant ou en vous abonnant. J'imagine que vous l'aurez remarqué, mais dorénavant l'écart entre les épisodes sera un peu plus long. J'essaye un petit peu d'améliorer la qualité de mes textes. Donc en attendant le prochain épisode qui sera en plusieurs parties, je ne vous donne pas de rendez-vous et je vous dis ciao tout le monde.